Alice Darfeuille. Il est... Oula, j'ai gardé mes lunettes, ça va pas du tout. Il est 21h33. Vous êtes dans la dernière partie du 90 minutes. Après les contrôleurs aériens, à qui le tour? Dans quel secteur essentiel pour le quotidien des Français pourrait-on s'attendre à des blocages ou des menaces de blocage pour obtenir des concessions alors que nous sommes à 3 mois des Jeux Olympiques? Entre le conflit des aiguilleurs du ciel et celui de la SNCF, on est en droit de se poser la question ce soir. Assiste-t-on, même comme on l'entend parfois, à un chantage aux Jeux Olympiques? On va en parler avec mes invités sur ce plateau. Anna Cabana, éditorialiste BFM TV. Bonsoir Anna. On est avec Thomas Cavel. Bonsoir, vous êtes secrétaire général CFDT Cheminots. Exact, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va d'abord parler des prévisions de trafic dans le secteur aérien avec Marion Russell qui est à Orly parce qu'il y a d'importantes perturbations à attendre demain. Marion, qu'est-ce qui s'annonce ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le préavis de grève pour les contrôleurs aériens a été levé, en tout cas par le principal syndicat de la profession. Mais malgré cela, on attend de grosses perturbations dans le ciel dès demain. Le pire, ce sera sûrement ici, à Orly, où on prévoit 75% des vols annulés. Pour les autres aéroports français, ce sera autour de 45% d'annulation. Toutes les destinations sont concernées, que ce soit vers la France, vers l'Europe ou vers l'international. Alors, comment expliquer que malgré cette levée de préavis de grève, il y aura des turbulences dans le trafic aérien? Eh bien, c'est parce que 2 syndicats sont toujours en grève et puis surtout, le préavis a été levé trop tard pour pouvoir réorganiser l'ensemble des vols dans un délai aussi court. La plupart des vols qui avaient donc été annulés le sont restés. Les compagnies aériennes préviennent que chaque utilisateur devra être prévenu si son vol est annulé et il lui sera offert une solution alternative ou un remboursement. Merci beaucoup Marion Russell avec Nicolas Planck. Anna Cabana, 15 mois, on va parler d'abord du secteur aérien. 15 mois de négociations, une menace de grève et finalement un préavis de grève levé par le principal syndicat des contrôleurs aériens. Et ça y est, tout le monde se met d'accord. Oui, ça a été un coup de théâtre, cette levée du préavis de grève donc du SNCTA, le syndicat majoritaire. Plus de 60% des voix des contrôleurs aériens se sont portées sur ce syndicat aux dernières élections professionnelles. Mais il faut voir quand même une chose, c'est que donc ça a été un accord validé, sachant qu'on sait qu'on n'a pas les détails de cet accord. Oui. D'accord, on n'a pas les détails, mais on connaît les demandes du syndicat. Et les demandes du syndicat, c'était 25% de hausse des rémunérations étalées sur les années 23 à 27. Ce syndicat disait que l'opération serait blanche pour les contribuables, puisque, disait-il, le budget de la Direction générale de l'aviation civile est abondé par les redevances qui sont acquittées par les compagnies aériennes. Mais en fait, il faut bien voir une chose, c'est qu'évidemment, ensuite, les compagnies aériennes répercuteront d'une manière ou d'une autre ces augmentations sur les passagers. Donc il y a quand même un petit mystère sur le contenu même de l'accord, parce que pour qu'il y ait eu l'aval donc de ce syndicat majoritaire, il faut que la Direction générale de l'aviation civile soit allée très loin dans les concessions faites. Voilà, donc et de ce point de vue-là, c'est un coup de théâtre qui montre que clairement le rapport de force est aujourd'hui du côté de ceux qui viennent poser leurs revendications sur la table et menacer de bloquer le pays. Les 2 autres syndicats des contrôleurs aériens, eux, poursuivent les discussions. Mais si ça se trouve, demain, on pourrait se retrouver avec 0 grévistes parce que les discussions ont abouti et quand même des perturbations très importantes parce que la direction de l'aviation civile avait d'ores et déjà donné des consignes. C'est ce que nous expliquait Marion Russell. En tout cas, du côté des contrôleurs aériens, le principal syndicat dit « Ok, nous, la grève, c'est terminé, c'est de côté. On a obtenu en gros ce qu'on voulait. » Qu'est-ce qui s'annonce du côté de la SNCF là aussi? Est-ce qu'on peut être tranquille les prochaines semaines? Là, clairement, nous sortons d'une séquence où nous avons négocié et signé un bon accord. On l'a dit, d'ailleurs 4 organisations syndicales sur les 4 représentatives. Même Sudrail. Même Sudrail, effectivement. Qui jamais ne signe normalement. Ouais. Ça dépend. Ça dépend des types d'accords. Enfin bon, c'est une vision que vous portez effectivement, mais qui n'est pas. Non, mais pour être tout à fait honnête avec vous. Oui, c'est très rare. On peut le dire aux téléspectateurs. Il y avait eu un accord qui a été signé dans la branche. Bon, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que et ce qui est vrai et ce qui est permanent, c'est que côté CFDT Cheminots, évidemment, nous nous inscrivons toujours dans la négociation. Et ce que montre cette séquence, c'est que le dialogue social peut aboutir
a une bonne négociation et peut aboutir à un accord qui est signé, là, pour le coup, de manière unanime. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots à ceux qui nous regardent ce que vous avez obtenu? C'est un accord qui porte sur des dispositifs d'aménagement de fin de carrière. Comment on traite la question de la fin de carrière? Alors évidemment, la fin de carrière, c'est à la fois des dispositifs de cessation anticipée d'activité, mais c'est aussi des dispositifs qui traitent de la question de la pénibilité. Parce que c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est surtout ça qui est essentiel. En fait, la question des carrières et de leur allongement, notamment, pose la question de la pénibilité et de la capacité des salariés à pouvoir tenir sur des emplois pénibles. Alors, il y a la cessation anticipée, mais il y a aussi dans cet accord des dispositions qui permettent de traiter la partie rémunération. Quand on passe d'un métier pénible vers un métier qui est pas pénible, il y a des pertes financières, comment on les compense? C'est-à-dire qu'en fait, on traite au fond le travail, on traite au fond la réalité de ce que vivent les salariés. Alors, ça porte sur la fin de carrière, effectivement. Et donc la possibilité de partir plus tôt? C'est vrai, effectivement, la possibilité de partir plus tôt, sous certaines conditions, pas pour tout le monde avec les mêmes délais, mais en tout cas des aménagements qui permettent effectivement de partir plus tôt, mais qui permettent, là aussi, je le répète, de partir plus tôt pour ceux qui ont les métiers les plus pénibles, et c'est quand même ça une question de justice sociale. Si vous n'aviez pas obtenu gain de cause, qu'est-ce qui était prévu? Quel était le plan? Il n'y a pas forcément de plan A et de plan B quand on rentre dans une négociation. En tout cas, côté CFDT cheminot, le plan A, c'est d'aboutir à une bonne négociation. Et bien là, le plan A, il a été coché. Donc tant mieux. Voilà. Et ce qu'on peut voir effectivement, c'est que quand le dialogue social fonctionne et qu'il y a une part de ce qui est produit comme richesse, comme valeur, effectivement, par les salariés, par la SNCF, et qu'il y a une redistribution vers notamment ces fins de carrière. Mais après, il faut discuter évidemment des conditions d'emploi, il faut discuter des conditions de travail, de l'emploi. Bon, c'est d'autres sujets qui sont encore à traiter. Mais en tout cas, quand le dialogue social fonctionne, eh ben, ça aboutit effectivement à une situation où on a des accords. On va écouter le ministre des Transports qui réagit à ces deux situations différentes, mais la manière dont les négociations se sont passées. Si je prends l'accord du contrôle aérien, par exemple, la modernisation que j'évoquais, la réforme qui sera en cours pour améliorer la productivité du contrôle aérien, va être largement compensée par des gains pour les compagnies. Donc la réforme sera financièrement neutre, c'est-à-dire que la flexibilité qui va être apportée demain dans la réforme du contrôle aérien va bénéficier aux compagnies aériennes. Et finalement, le coût des demandes qui ont été obtenues par les syndicats va correspondre exactement aux gains que vont faire les compagnies aériennes. Donc au bout du compte, c'est financièrement neutre, à la fois pour le contribuable et pour l'usager. Et puis l'accord de la SNCF, c'est un accord d'entreprise. N'oubliez pas aujourd'hui que la SNCF est une entreprise privée et qu'elle doit donc effectivement être soumise à la concurrence et répondre à des enjeux de concurrence. Donc là aussi, le contribuable ne sera pas sollicité et ce sera à la SNCF effectivement d'être, j'ai envie de dire, suffisamment forte dans la concurrence pour pouvoir amortir les enjeux sociaux qu'ils ont envie de voir évoqués. Soir Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de « Où va notre argent ?» Si on écoute le ministre délégué chargé des Transports, tout cela est formidable. Qu'est-ce que vous pensez de sa satisfaction? Et est-ce qu'il est vrai que ça va coûter 0 € aux contribuables et aux usagers? Écoutez, on aimerait bien savoir combien ça va coûter, justement, parce que ce qui est assez incroyable à la fois sur l'accord SNCF, sur les fins de carrière, et sur l'accord qui a été passé cette nuit sur la question du contrôle aérien, des deux côtés, on n'a aucune information sur le coût pour nos finances publiques. Et ce qui est très embêtant, c'est qu'on est dans une situation où finalement le levier est utilisé par les syndicats, le levier actuel des Jeux Olympiques qui arrivent, et donc la crainte d'avoir des grèves pendant cette période des Jeux Olympiques qui sont là dans 92 jours, eh bien c'est utilisé pour avoir des dépenses pérennes qui sont finalement cautionnées par les directions parce qu'il y a cette peur des grèves. Et ça, c'est pas normal, parce qu'on peut considérer qu'il est potentiellement normal d'avoir quelques primes pendant les JO pour les agents qui seront mobilisés, mais avoir des dépenses publiques qui vont être très importantes et sur l'accord SNCF potentiellement effacer quasiment toute l'économie qui est réalisée par la réforme des retraites, parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que finalement, ces dispositifs de fin de carrière, maintenant, ils vont être beaucoup plus intéressants pour les agents. Ils coûtaient déjà entre 30 et 35 millions d'euros par an. C'est potentiellement 2, 3 fois, 4 fois ça qui va être dépensé par le contribuable français, puisque contrairement à ce que dit le ministre, l'entreprise SNCF, c'est une entreprise qui est tout à fait publique et qui est financée déjà, ne serait-ce que pour le régime
des cheminots par l'État pour plus de 3 milliards d'euros par an. Donc on aimerait bien savoir, pour au moins que les Français soient renseignés sur le sujet, combien vont coûter tous ces accords. Parce que ce que vous dites, donc, c'est que ça coûtera forcément quelque chose aux contribuables. Peut-être, Thomas Cavel, vous voulez rebondir sur ce que disait Agnès Verdier-Molinier. En même temps, Sudrail qui dit cet accord ça va permettre de compenser les effets néfastes de la réforme va un peu dans le même sens que ce que dit Agnès Verdier-Molinier. Ça veut dire qu'on contourne la réforme des retraites. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise réforme que nous, on doit s'interdire de négocier des bons accords. Déjà, pour commencer. Première chose. Et effectivement, le ministre le répète, le dit, la SNCF est une entreprise, alors c'est vrai, qui est 100% détenue par l'État, mais qui est une entreprise composée de sociétés anonymes qui est redevable de son équilibre économique. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on coûte en permanence, en tant que cheminot, à la collectivité, mais il faudrait voir aussi ce que rapportent effectivement les cheminots à la collectivité. Et en l'occurrence, on ne pose jamais la question ou on ne fait jamais l'estimatif de ce que rapporte l'utilité sociale. Mais juste un autre exemple par rapport à ce qui est évoqué. Aujourd'hui, vous savez que pour financer le réseau, ça coûte effectivement très cher. Eh bien, aujourd'hui, il y a un principe qui a été posé en 2018 qui s'appelle le fonds de concours. C'est-à-dire que ce que produit la SNCF, ce qu'elle gagne, ça retourne directement sur le réseau. Donc, concrètement, c'est le travail des cheminots qui paye une partie de l'entretien et de la rénovation du réseau. Ça, personne n'en parle. Personne ne vient dire, effectivement, c'est le travail des cheminots qui vient alléger une charge publique. Personne ne le dit. Bon, donc moi je veux bien, effectivement, si vous voulez, qu'on porte ces accusations permanentes, mais d'abord, elles sont restrictives dans la vision qu'elles posent, concrètement. Et savoir si, dernier point qui a été évoqué, les cheminots, le statut a été fermé en 2018. Aujourd'hui, les dispositifs, effectivement, qui sont posés pour compenser peut-être des effets de retraite, mais aussi compenser, je le redis, des effets relatifs à la pénibilité, ces éléments-là, clairement, aujourd'hui, ce sont des agents au statut, mais des agents aussi contractuels, donc qui ne sont pas statutaires. Demain, des agents contractuels qui seront évidemment de plus en plus nombreux, puisque l'arrêt est au statut. Oui. Et ça, c'est du régime commun. Le fait est que, du coup, ces salariés ne vont pas être concernés par une réforme mise en place par le gouvernement qui va concerner une grande majorité. Mais bien sûr que si. Tous les salariés de la SNCF ont été impactés par la réforme de l'année dernière. Pas de problème. Après, je ne doute pas un seul instant, mais juste un dernier point, par exemple. Si vous allongez effectivement la question de la durée, vous avez plus de pénibilité, donc vous avez plus de gens qui sont inaptes. L'inaptitude, elle est prise en charge par qui? Par l'assurance maladie. Donc de toute façon, les frais que cela engendre, ça aura un coût. Je voudrais qu'on donne la parole aussi à Jean-François Madieu, qui est sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Comment vous analysez, vous les choses et ce à quoi on est en train d'assister? Est-ce que vous considérez finalement que ces syndicats ont toutes les raisons de se faire entendre en ce moment, qu'après tout, à 3 mois des Jeux Olympiques, l'occasion est trop belle, ou alors qu'on assiste à, comme le disent certains, à un chantage aux Jeux Olympiques? Non, on ne peut pas parler de chantage, mais bon, c'est la règle du jeu en matière de conflit, bien entendu dans le secteur des transports, mais pas seulement. À l'approche d'une échéance, en fonction de la charge de travail, naturellement, les grévistes vont choisir le bon moment. Donc tout le monde s'attendait à ce que, bien sûr, cette menace d'arrêt de travail, d'ailleurs les préavis étaient déposés, ait lieu au moment des Jeux et avant les Jeux. Et on s'attendait bien à ce que, naturellement, un peu partout, les accords soient trouvés. Il faut ajouter que certains ont été trouvés, pas encore partout. Il reste encore je dirais, dans les 3 fonctions publiques, il y a encore des améliorations, des négociations qui ne sont pas terminées. Et justement, Jean-François Madieu, à quels autres secteurs ça pourrait donner des idées là, dans les prochaines semaines? Écoutez, vous avez les éboueurs parisiens, vous allez avoir un certain nombre de communes qui n'ont pas nécessairement, il n'y a pas eu un accord pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, donc les dispositions peuvent être locales. Donc il y a les polices municipales par exemple, donc il y a un certain nombre et puis il y a le secteur privé, n'oublions pas les secteurs de l'hôtellerie, restauration, il peut y avoir encore des conflits dans un certain nombre de secteurs. Je voudrais quand même ajouter pour la SNCF un point qui est important, je voudrais souligner, c'est que certes il y a l'effet Jeux Olympiques, mais n'oublions pas qu'on a un précédent lors de la réforme des régimes spéciaux de 2007 qui impactait déjà la RATP et la SNCF, et en fait on se retrouve un peu dans le même cas de figure où finalement on annonce une réforme qui est censée modifier profondément les régimes spéciaux avec des mesures s'appliquant à tous, et puis finalement on s'aperçoit qu'on va laisser les marges de manœuvre, des négociations vont avoir lieu
période dans les entreprises. Et par exemple, après 2007, on avait observé que la réforme avait coûté plus cher que si on ne l'avait pas faite, en raison des mesures qui avaient été négociées dans les deux entreprises. Donc là, ce qui se passe actuellement n'est pas très surprenant. Oui, c'est exactement. Juste, du coup, voilà, je vais faire réagir sur ce point très intéressant, Anna Cabana, pour conclure. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas totalement les moyens de faire respecter ou de faire appliquer sa réforme. Ça veut dire que là, le gouvernement est en position, si vous voulez, de faiblesse dans le rapport de force. Il faut bien voir que ce qu'on vous dit au sommet de l'État, c'est que les syndicats sont en train de prendre leur revanche sur Emmanuel Macron. Le Macron de 2017, le Macron qui, depuis 2017, au fond, tient les syndicats le plus à distance possible. L'Emmanuel Macron qui leur a imposé la réforme des retraites dont ils ne voulaient pas, etc. Et bien là, en ce moment, la façon dont, au sommet de l'État, on perçoit les choses, c'est qu'il y a une revanche des syndicats et que une revanche à prendre et une revanche qui est en train d'être prise. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à tous les quatre pour ceux qui étaient à distance, évidemment.